Bonsoir, bonjour, bonsoir à tous et à toutes et merci de nous suivre comme chaque lundi. Alors aujourd'hui, la vitamine E qui est aussi appelée tocopherol, qui est une vitamine, vous le savez, liposoluble essentielle au bon fonctionnement de l'organisme. Elle est antioxydante, elle permet également de protéger le système cardiovasculaire et nerveux et surtout, elle favorise la fertilité. Alors, savez-vous qu'elle est également l'un des compléments les plus utilisés en cas de carence? Cette vitamine, en effet, semble renforcer l'effet de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Alors, également, comme vous le savez sans doute, elle se trouve majoritairement dans les huiles végétales et dans les oléagineux. Alors, bonsoir Amine. Bonsoir Cédric. Est-ce que, tout d'abord, je vais te demander de nous parler des différentes formes de vitamine E, justement. Effectivement, pour la vitamine E, on a plusieurs formes moléculaires. Mhm. En fait, il ne s'agit pas de forme au sens propre, il s'agit plutôt d'isoformes, puisque ça se ressemble en fait. Donc on a deux grands groupes, les groupes de tocopherol et les groupes de tocotriénol. Et dans chacun des groupes, on a quatre isoformes. Donc on a les alpha, bêta, gamma, θ, c'est-à-dire alpha tocopherol, bêta tocopherol, gamma tocopherol, θ tocopherol, et la même chose pour les tocotriénols aussi. Donc c'est une forme qui est liposoluble, c'est-à-dire toutes ces isoformes-là sont liposolubles et donc ils obéissent en fait à un métabolisme qui est propre aux lipides. Que ce soit au niveau de la digestion, au niveau de l'absorption, au niveau du passage hépatique, etc. On a une autre forme aussi qui est intéressante qu'on appelle la forme 3R, Mhm. RRR. Cette forme-là aussi est relativement intéressante et c'est une forme qui a aussi un métabolisme un peu particulier et qu'on trouve naturellement aussi dans les aliments. Donc ces formes-là, bien entendu, peuvent être synthétiques ou naturelles. Mhm. Et justement, quelles vont être les formes qui seront synthétiques et celles qui seront naturelles? Et Euh, d'abord, est-ce qu'elles sont toutes l'une ou toutes l'autre? Enfin non, tu nous dis qu'elles sont soit oui. naturelles, soit synthétiques. Donc, qu'en est-il de ces formes-là? Ouais. Oui, il y a donc les formes que j'ai nommées là, les Mhm. huit formes en fait, les huit isoformes classiquement, les quatre tocotriénol, quatre tocophérols. La forme RRR est une forme qui appartient à l'isoforme alpha tocophérol. Mhm. Maintenant, au niveau des formes synthétiques et naturelles, ça c'est une autre classification. Mais dans les deux cas, que ce soit des formes naturelles ou formes synthétiques, on va Mhm. retrouver les huit isoformes. Donc, soit ces huit isoformes sont nature, de nature synthétique, ou soit ils sont d'origine naturelle. Et donc, comment on le reconnaît? Tout simplement, vous avez quelque chose de très pratique. Quand vous prenez un produit que vous regardez dans la composition, quand vous trouverez, par exemple, pour l'alpha-tocophérol, la lettre D juste avant, c'est-à-dire D alpha-tocophérol, ça c'est une forme naturelle. Et c'est la même chose pour toutes les autres isoformes. D-bêta-tocophérol, D-gamma-tocophérol, D-θ-tocophérol, Mhm. et la même chose pour les tocotrienols aussi. Donc, quand il y a la lettre D juste avant, ça veut dire que c'est une forme naturelle. D'accord. Maintenant, quand c'est synthétique, ça change pas beaucoup. C'est au lieu du D, on a les deux lettres DL. DL. Quand c'est DL alpha-tocophérol, DL bêta-tocophérol, et ainsi de suite, ça, c'est des formes synthétiques qu'on a. Mhm. Ça veut dire quoi, des formes synthétiques? Ça veut dire que c'est pas des formes qui sont naturellement extraites d'extraits alimentaires. En fait, c'est pas des extraits alimentaires titrés en vitamine E, naturels, bien sûr, issus de ces extraits alimentaires naturels, plutôt sous forme simplement synthétique. Et la différence est très importante parce que dans la mesure où on utilise des formes naturelles, on n'obtient pas les mêmes résultats. Soit en termes d'effets recherchés, donc de bénéfices, on va dire, soit en termes de toxicité. Les Mhm. formes synthétiques ont une toxicité plus importante, les formes naturelles sont naturellement moins toxiques.
Ça ne veut pas dire que les formes naturelles ne sont pas du tout toxiques, hein. Il y a aussi l'effet dose également, hein. Si on en prend des tonnes et qu'on est en excès, ça donne aussi une toxicité. Par contre, à quantité égale, les formes naturelles sont intrinsèquement moins toxiques que les formes synthétiques. Euh, et on a dans ce sens-là quelques études qui expliquent qui sont des études encore relativement rares et qui sont controversées, etc. Mais elles ont l'avantage d'exister, qui montrent qu'il pourrait y avoir un risque pour les formes synthétiques, un risque une augmentation du risque de maladies de la peau quand on utilise, par exemple, la DL-alpha-tocopherol. Pour pas citer d'autres problématiques, ça reste relativement controversé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la toxicité de ces formes synthétiques est plus importante que celle des formes naturelles et qu'il serait à ce moment-là plus intéressant d'utiliser les formes naturelles, bien entendu, et pas que l'alpha-tocopherol, mais aussi les autres isoformes de vitamine E pour avoir un spectre d'effets plus large. Est-ce que tu peux nous parler maintenant du métabolisme de la vitamine E? Oui, donc bien sûr la vitamine E, comme je disais avant, c'est un lipide. Donc c'est une substance liposoluble, pas un lipide au sens propre où on connaît les lipides, c'est-à-dire les acides gras, etc. Mais elle est liposoluble, comme les autres vitamines, comme la vitamine D, la vitamine A, la vitamine K, qui sont aussi des vitamines liposolubles. Et donc, par exemple, ça change tout au niveau de l'absorption de la vitamine E. Ça s'absorbe en fait sous forme de micelles. Il y a des micelles qui se forment au niveau de l'intestin. Ça passe ensuite au niveau du réseau lymphatique. Donc, et c'est ce qu'on appelle, on dit des micelles, ou le mot technique plus précis, ce sont les chylomicrons ou les kilomicrons qui absorbent à la fois les vitamines liposolubles, mais aussi tout ce qui est liposoluble, en fait, la coenzyme Q10, et puis les lipides en général, les acides gras, les phospholipides, le cholestérol, etc. Donc, ça ne passe pas par la circulation sanguine, ça ne passe pas par la veine porte. Ça passe plutôt par le réseau lymphatique et puis ensuite à un moment donné ça rejoint la circulation sanguine, etc. Et ça va se retrouver aussi dans le foie. Et donc ici, une fois que c'est absorbé à travers le réseau lymphatique, on a différentes destinations cette vitamine-là, et c'est le foie qui permet de dispatcher les quantités de vitamine E. Soit il va garder une partie au niveau des hépatocytes, et puis il y a une autre partie qui va être excrétée par le foie lui-même. Il y a très 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 peu de vitamine E qui s'excrète à travers le rein. Le reste va rejoindre les tissus, bien entendu. On a un transporteur qui est très important de la vitamine E, que sont les VLDL, d'accord, donc les apolipoprotéines de très basse densité. Ensuite, ces VLDL peuvent transférer la vitamine E aussi, donc surtout au niveau des tissus. Donc à partir du foie, les VLDL se fixent sur la vitamine E, et quand on se rapproche au niveau des tissus, ce sont plutôt les LDL qui fixent la vitamine E. Mais avant cela, au niveau de la fixation sur les VLDL, on a une protéine qu'on appelle l'alpha-TTP, qui est une protéine de transfert, en fait, où ça va transférer la vitamine E qui a déjà été métabolisée par le foie vers les VLDL, fixée sur les VLDL, qui sont des transporteurs, en fait. D'accord? Donc, les VLDL, les LDL, etc. Tout ça, on connaît pour le cholestérol, mais ça sert pas, cholestérol et triglycérides, mais ça sert pas uniquement à cela, ça sert aussi à tout ce qui est liposoluble. Il y a une nature liposoluble dans la vitamine E, notamment. Donc, voilà un petit peu par rapport à comment que c'est métabolisé. Après, il y a tous les effets de la vitamine E que ça peut donner au niveau, les rôles métaboliques, etc., que ça peut donner au niveau des tissus. Mais justement, quels sont les différents rôles de cette vitamine E? Alors, il y a beaucoup de rôles en fonction du tissu. Par contre, ces rôles-là passent
par, on va dire, un effet métabolique primordial de la vitamine E, qui est son effet antioxydant. Son effet antioxydant bien particulier qui est très différent de celui de la vitamine C, bien que les deux se complètent et les deux interagissent entre eux. Mais l'effet de la vitamine E, l'effet antioxydant de la vitamine E agit plus sur les lipides. Donc, en gros, on a un effet qui empêche la peroxydation des lipides, qui diminue les marqueurs de l'oxydation des lipides, notamment le malonite, dialdéhyde et compagnie. Donc, tout ce qui résulte de la peroxydation des lipides. Donc, pourrait donner des applications extrêmement intéressantes et prometteuses, notamment dans le cas de l'athérosclérose. Donc ça c'est l'athérosclérose, enfin tout ce qui est dyslipidémie, etc. Ça c'est très très intéressant, mais on peut avoir d'autres effets aussi, notamment dans le tissu adipeux. Ça empêche notamment la cellulite. Dans le cas, par exemple, de la peau, il y a aussi d'autres effets, des effets protecteurs, etc. Donc, il y a toute une panoplie de rôles de la vitamine E qui peuvent se décliner de différentes façons, mais qui proviennent du rôle primordial de la vitamine E, qui est le rôle antioxydant propre ou avec un bon tropisme pour les lipides. Alors, j'en parlais en préambule. Il semble que ça peut renforcer vraiment la radiothérapie et la chimiothérapie. Quelles sont les différentes indications qu'on peut lui prêter également? Oui, alors pour la radiothérapie, ça peut diminuer. Il y a certaines données qui montrent que ça peut diminuer la formation de fibrose qui se forme suite à la radiothérapie. Maintenant, encore une fois, il faut quand même des protocoles par rapport à ça. C'est-à-dire, il faut s'y connaître. C'est par exemple un patient qui est sous chimio ou sous radiothérapie, au cours d'un protocole chimio ou de radiothérapie, on va pas lui conseiller directement comme ça en vidéo d'aller acheter de la vitamine E et de l'utiliser en parallèle de son protocole. Ça pourrait être dangereux. Il faudrait que ça soit pris en charge par un médecin, par en tout cas un thérapeute formé qui s'y connaît très bien sur ça. Donc je dis bien, il y a des données là-dessus qui sont très intéressantes. Si on sait utiliser la vitamine E dans ce cadre-là, c'est extrêmement intéressant, extrêmement puissant. Si on ne sait pas utiliser, vaut mieux consulter quelqu'un qui s'y connaît. C'est important parce que il y a d'autres données qui montrent que si on utilise mal la vitamine E, ça risque d'avoir des effets délétères ou néfastes, en tout cas, c'est des effets qui pourraient diminuer l'efficacité du traitement. Donc ça, il faut faire attention. Donc il faut se faire prescrire ça par quelqu'un qui s'y connaît, par un professionnel de santé. Sinon, mis à part ça, mis à part donc la partie cancer, qui quand même est une partie très très importante, une indication très importante pour la vitamine E, on a tout ce qui est comme je disais avant, on a des déclinaisons de rôles différents et d'effets différents de la vitamine E, et notamment par exemple dans le cerveau, dans le système nerveux, on a un effet neuroprotecteur indéniable, soit dans le cas des maladies neurodégénératives, dans le cas des troubles cognitifs, dans le cas de tout ce qui est relié au vieillissement. Donc ça, c'est très très intéressant d'utiliser de la vitamine E. Bien sûr, pas que de la vitamine E, on est d'accord, mais comme c'est une vitamine liposoluble, antioxydante, donc c'est dans ce sens-là que ça va donner l'effet au niveau du cerveau qui, on le sait, est un organe qui est typiquement un organe lipidique, un organe gras. Ça va protéger les structures et surtout structures des neurones et surtout notamment la gaine de myéline, les cellules de Schwann, etc. Mis à part ça, j'avais parlé juste avant de la diminution du risque cardiovasculaire, ce qui est tout à fait logique, puisque le risque cardiovasculaire, bon, malgré qu'il a différents facteurs, mais on a quand même un des facteurs que sont les lipides, donc
les fameux LDL cholestérol, et puis même les triglycérides, etc. Mais bon, il y a des polémiques là-dessus, il y a des discussions, il y a des débats autour de ça, etc. Est-ce que ça augmente réellement, est-ce qu'un taux de cholestérol élevé augmente réellement le risque cardiovasculaire, etc. Bon, il y a différentes écoles, différentes approches. On pourrait dire que maintenant, on va dire l'orientation dominante, c'est que ces lipides, cholestérol compris, augmentent le risque cardiovasculaire. Il y a d'autres approches qui sont un peu différentes et d'autres visions qui sont un peu différentes aussi, mais moi je dirais que tout le monde a raison. Tout est tout simplement dans l'ordre de grandeur, en fait, dans les proportions de ce qu'on est en train d'expliquer. Maintenant, bien sûr, il y a l'inflammation, il y a le stress oxydatif, il y a la quantité de calcium dans le sang, etc., le calcium circulant, l'acidose et ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des facteurs de risque cardiovasculaire. Mais il est clair que quand on a un milieu intérieur, c'est-à-dire je parle du sang ici, où il y a trop de stress oxydatif, trop d'inflammation, trop de stress métabolique en général, et qu'on a une quantité excessive de lipides, bah c'est clair qu'on va peroxyder plus de lipides. On est d'accord que si on a si on a 2 grammes de cholestérol dans le sang, c'est pas comme quand on a 7 grammes de cholestérol dans le sang. Donc, pour la même quantité de radicaux libres qui circulent dans le sang, plus on aura de lipides, plus on va peroxyder, et plus on peroxyde les lipides, plus on les fixe au niveau de la plaque d'athérome. Bon. Et donc, à ce moment-là, la vitamine E peut agir comme faisant partie de la solution. C'est-à-dire, en tant qu'antioxydant liposoluble, bah, ça peut empêcher la peroxydation des lipides, en tout cas améliorer la situation pour ce type de personnes. Et bien sûr, pas que de la vitamine E, il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire autour de ça. Maintenant, on a aussi des propriétés anticoagulantes, anti-agrégation, on va dire. Oui. Ça, c'est relativement connu et ça rejoint d'ailleurs l'effet sur le risque cardiovasculaire, le fait d'améliorer les propriétés rhéologiques du sang, de diminuer l'agrégabilité des globules rouges, par exemple, au niveau sanguin, d'améliorer la fluidité du sang, etc. Ça, c'est relativement bien aussi. Ça rentre aussi dans ce cadre-là du risque cardiovasculaire. Alors, on dit propriété anticoagulante de façon un peu abusive, parce que en fait, il s'agit plus d'une régulation de l'hémostase, qui est, c'est-à-dire un effet anti-agrégant, beaucoup plus qu'un effet anticoagulant, ce qui est relativement différent, sans rentrer dans les détails ici, expliquer ce que c'est que l'hémostase et quelles sont les étapes, etc. Donc, c'est plus un effet anti-agrégant qu'un effet anticoagulant. Mais en tout cas, c'est un effet qui existe et qui est aussi intéressant et qui pourrait être utilisé de façon positive. On a aussi des effets sur la stéatose hépatique, donc la stéatose hépatique non alcoolique pourrait être améliorée aussi par de la vitamine E, pas que, bien sûr, mais le mieux c'est associé avec tout un tas d'autres nutriments dans le cadre de tout un protocole. Mais la vitamine E peut servir dans ce cadre-là aussi, et puis d'autres effets aussi sur la peau, sur les dysménorrhées, l'asthme, bien entendu, naturellement en cas de carence en vitamine E aussi. Voilà. Donc il y a tout un tas d'effets, mais tous ces effets, on a compris que ça découle d'un seul et même effet, qui est l'effet antioxydant propre à la vitamine E. Alors, presque une triple question. Quel est d'après toi le dosage optimal? Je suppose qu'il faut le contrôler via une prise de sang. Et quelles seraient les causes d'une carence et leurs effets aussi d'une carence? Oui, le dosage à utiliser par rapport à la vitamine E varie en fonction des indications. On trouve dans les essais cliniques différents types de dosages. Bon, ça peut aller de 25 mg
à 50 mg, voire plus dans certaines indications, certaines situations. Donc, c'est un dosage quand même qu'il va falloir valider ou enfin se faire prescrire Oui. par bien sûr son médecin, son professionnel de santé, son thérapeute. Donc, faut faire attention à ne pas jouer avec des dosages, même si c'est des vitamines, il faut pas se dire c'est des vitamines, tiens, c'est pas toxique, etc. Donc, faut faire attention avec ça. Mais puisque tu parles des carences, oui, il y a souvent des carences en vitamine E, notamment dans des problématiques de dénutrition, Oui. dans tout ce qui touche toutes les problématiques qui touchent à l'intestin, donc par malabsorption, donc soit par manque d'apport, donc dénutrition, soit par manque d'absorption, tout simplement. Donc tout ce qui est maladie de Crohn, par exemple, diminue drastiquement l'absorption de la vitamine E, et pas que la vitamine E d'ailleurs. Euh, on a aussi la fibrose cystique qui peut diminuer également le, le taux de vitamine E. Oui. Et on peut avoir aussi une baisse de la vitamine E avec un stress oxydatif élevé, dans le cas de l'obésité, dans le cas des dyslipidémies, enfin dans le cas des maladies inflammatoires en général, puisque tout simplement, malgré que la personne va consommer de la vitamine E, son métabolisme va épuiser plus vite le pool de vitamine E. Et donc ça pourrait provoquer des carences en vitamine E, ce qui pourrait se manifester par des problématiques assez variées, notamment des problématiques au niveau d'ordre neurologique, donc et en rapport avec les troubles de l'humeur, notamment l'anxiété, l'angoisse, la nervosité, même la dépression. C'est mis à part, ça c'est des choses qui apparaissent relativement vite. Mis à part que sur le long terme, ça pourrait augmenter les risques de maladies neurodégénératives aussi. Mais ça, c'est pas un signe, on va dire, qui est utile, puisque si la personne a une maladie neurodégénérative, c'est que son taux de vitamine E était depuis très longtemps C'est déjà installé, oui. relativement bas, voilà. Mais des choses qui apparaissent plus vite, c'est plus de l'ordre des troubles de l'humeur. Sinon, on peut avoir des anémies aussi. Surtout chez les enfants, on peut avoir des anémies qui sont vitamine E dépendantes, en fait. Ça existe, c'est relativement rare, mais ça existe. Il y a aussi des problèmes de force musculaire aussi qui peuvent apparaître, donc des faiblesses musculaires, des problématiques de coordination. Donc ces faiblesses musculaires, en fait, ou cette diminution de la force musculaire peut apparaître non pas à cause du fait qu'il n'y a pas suffisamment d'unités contractiles, qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie, etc. C'est beaucoup plus des problèmes de coordination intramusculaire et intermusculaire. Ce qui fait que pour la même force musculaire, pour faire un mouvement, quelqu'un qui coordonne bien ses mouvements aura besoin de dépenser moins d'énergie, de faire moins d'efforts que quelqu'un qui a des problèmes de coordination, que ce soit intra ou intermusculaire. Et donc, la vitamine E peut altérer notamment la coordination inter- et intramusculaire et donc provoquer des faiblesses musculaires. Je dirais que ce sont les problématiques principales qui peuvent apparaître suite à un déficit en vitamine E. Maintenant, reste aussi d'autres choses aussi qui peuvent apparaître, mais sur le moyen terme, tout ce qui est problème en relation avec la peau, donc peau déshydratée, sèche, eczéma, tout ça. Donc ça pourrait aussi apparaître dans le cas de... Il peut y avoir aussi des troubles du cycle menstruel aussi chez la femme. Voilà, donc c'est différentes choses qui renvoient toujours au même rôle principal de la vitamine E, qui est le rôle antioxydant. Ok. Et justement, ouais, à contrario, puisqu'ici on a les effets d'une carence, et qu'est-ce qui se passe si on en prend trop? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme effet? Et quelles peuvent être les causes aussi? À part la supplémentation, est-ce qu'il y a d'autres causes qui peuvent nous amener
à avoir trop de vitamine E. Non, mais il y a pas vraiment souvent d'excès. Hein. Mhm. Enfin, c'est relativement rare, sauf si, bien sûr, cas d'intoxication, ça c'est tout à fait normal. Si quelqu'un va consommer des quantités très importantes, des mégadoses de vitamine E, c'est normal qu'il y aura une intoxication par rapport à cette prise-là. Il n'y a pas de processus physiologique normal ou même anormal qui pourrait augmenter le taux de vitamine E dans l'organisme. C'est plutôt le contraire, en fait. Tous les processus pathologiques, en général, ont tendance à diminuer les antioxydants, y compris la vitamine E. On a comme apport maximal tolérable qui pourrait être autour de 1000 mg par jour. Mhm. Donc, c'est 1 gramme par jour. Alors, quand on dit apport maximal tolérable, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre cet apport. Ça veut dire il faut prendre juste un petit peu en dessous de cet apport et qu'on serait à ce moment-là dans le safe ou dans des doses sécuritaires. On est d'accord, on a compris qu'il y a des études là-dessus. Et en plus, c'est une limite, donc cet apport maximal tolérable, on le trouve plus aux États-Unis. Mhm. C'est une limite fixée par la FDA américaine euh, sur base d'études, d'accord, où on a constaté que sur le court terme, le fait d'utiliser 1000 mg par jour de vitamine E, allez savoir quelle vitamine E, de quelle vitamine E il s'agit, on n'a pas cette information, eh bien, ça serait une dose relativement sécuritaire et qu'au-delà de cette dose, on pourrait avoir des problématiques de toxicité. Mais comme on l'a dit avant, les dosages que j'ai donnés avant, c'est des dosages qui sont très faibles par rapport à cette limite-là. Donc, il faut pas, en tout cas, il n'y a aucune indication qui fait non pas qu'on donne cet apport-là maximal tolérable, mais que l'on se rapproche même de très loin de cet apport. Donc, Mhm. on est sur des doses relativement faibles par rapport à cet apport 25, 50, parfois un petit peu plus, mais euh, pas au-delà. Et sinon, donc les problématiques qui peuvent apparaître, c'est souvent des saignements, en tout cas ce qui est connu, une augmentation du risque de saignement. Oui. Comme on disait que ça interagit au niveau des processus de l'hémostase. C'est un antiagrégant, donc ça peut aggraver des problématiques de saignement, par exemple. Dans certaines situations, dans certaines études, on parle de risque de mortalité plus élevé. D'accord. Peut-être également dans ce même contexte de risque de mortalité élevé, un risque plus important de crise cardiaque. Mhm. Sinon, il y a certaines études qui parlent aussi d'un risque plus important de cancer de la prostate, voire de mélanome. Mais encore une fois, les formes ou les types de vitamine E utilisés ici, est-ce que c'est plutôt des formes synthétiques? Est-ce que c'est plutôt des formes naturelles? On n'en sait rien. Moi, je dirais que c'est plus des formes synthétiques. Cela ne veut Ok. pas dire que la forme naturelle n'induit pas tout ça. Mhm. On est d'accord. Mais là, on est en train de parler d'effets, on va dire effets secondaires, qui se manifestent très, très, très au-delà des dosages pratiqués. Et c'est ce qui est tout à fait logique. Tout excès est mauvais. Et donc, quelle que soit la molécule ou Mhm. même si c'est une vitamine, si on en prend trop, il y a certainement une toxicité là-dessus. Et L'excès de tout. mis à part ça, mis à part ces problématiques de toxicité-là, on peut avoir aussi des interactions. Les antiplaquettaires, antiagrégants, anticoagulants, là, ça peut constituer aussi des interactions avec la vitamine E, et puis également tout ce qui est interaction avec les traitements, donc notamment par exemple comme les statines. Oui. Certaines statines, par exemple, ça pourrait diminuer l'effet de certaines statines. Bon, certains diront tant pis parce que les statines font beaucoup d'effets secondaires et donc ça ferait moins de toxicité de ces statines.
ok, mais à ce moment-là, on ne les donnerait pas si on ne voudrait pas avoir d'effets secondaires dans ce cas. Mhm. Euh, voilà pour ce qui est des excès et de la toxicité de la vitamine E. Alors, tu nous en parlais tout à l'heure d'une synergie avec la vitamine C qui pouvait être intéressante. Est-ce qu'il y a d'autres synergies qui sont intéressantes? Oui, dans le sens où ce que je disais sur la vitamine E, vitamine C, Mhm. c'est que la vitamine C étant une vitamine hydrosoluble, qui est très répandue dans l'organisme, on trouve la vitamine C dans à peu près toutes les cellules, et que la vitamine E est quand même une vitamine liposoluble, antioxydant liposoluble. Donc là, on a une certaine complémentarité, une certaine synergie, et aussi avec la vitamine A. Bien que enfin, la vitamine a beaucoup plus de tropisme au niveau des différents tissus que la vitamine E, mais la vitamine E euh, reste quand même enfin, un bon complément pour la vitamine A. On peut avoir aussi dans ce même cadre-là d'antioxydation des synergies avec des oligoéléments qui peuvent être des cofacteurs d'enzymes antioxydantes comme le sélénium ou le zinc, par exemple. Ouais. Ça pourrait être intéressant dans certaines situations. Puis, il y a aussi le glutathion, bien entendu. Il y a aussi l'acide alpha-lipoïque. Vous voyez, donc, on peut aussi rajouter le coenzyme Q10. Et donc, vitamine C, vitamine A, glutathion, acide alpha-lipoïque, avec vitamine E. Il ne s'agit pas uniquement ici d'une synergie par rapport à l'effet antioxydant, mais il y a aussi une synergie métabolique qui fait que ces antioxydants-là, qui soient d'origine enfin, hydrosolubles ou liposolubles, vont s'auto-régénérer Mhm. euh, quand on a plus de vitamine E. Par exemple, quand on dit régénération d'un antioxydant, c'est-à-dire l'obtention de la forme réduite de l'antioxydant, c'est en gros l'obtention de la forme redox bioactive de l'antioxydant pour qu'il soit fonctionnel. Et donc la vitamine E aide beaucoup à régénérer notamment la vitamine C, l'acide alpha-lipoïque, le coenzyme Q10, le glutathion. Donc ça permet de régénérer ces antioxydants. Et quand on dit régénérer, ça veut dire que ça permet d'utiliser, de réutiliser, de recycler ces antioxydants-là, Mhm. et ce qui fait que le pool de ces antioxydants va durer plus longtemps. Ok. À partir de quel moment est-ce que un thérapeute doit se dire, tiens, mon patient ou mon client, peu importe, risque d'avoir un manque de vitamine E? Est-ce qu'il y a des indicateurs ou est-ce que c'est vraiment se dire, bon, allez, je vais faire un bilan complet et je vais cocher la case vitamine E quand il va faire une biologie? Il y a oui, enfin, c'est toujours intéressant quand on a l'occasion de faire un bilan micronutritionnel, Mhm. de doser aussi la vitamine E, bien que les dosages sériques sont en général pas très exacts, puisque ça renvoie pas toujours vers la quantité ou plutôt le stock de vitamine E qu'on a. Ouais. Bien qu'il y a des corrélations, on est d'accord, c'est pas complètement décorrélé, mais euh, bien sûr, l'exemple, par exemple, la personne a pris, je sais pas moi, un supplément de vitamine E ou qu'elle a pris admettons, un aliment riche en vitamine E, ça va se Mhm. voir dans l'analyse sérique même quelques jours plus tard. Donc ça, c'est pas très exact en termes. Et à ce moment-là, il faut intégrer aussi peut-être les signes cliniques, bien que c'est Ouais. pas toujours évident cliniquement de déterminer Mhm. s'il y a une carence en vitamine E, mais surtout, ce qui serait intéressant, c'est déjà de voir si le patient présente des problématiques qui pourraient sous-entendre un déficit en vitamine E. Mhm. Ce que j'ai cité tout à l'heure, Tout à donc l'heure, ouais. les problèmes ou les syndromes de malabsorption intestinale, la mauvaise digestion des lipides,
Ouais. Et, les patients qui n'aiment pas trop tout ce qui est gras et qui ne consomment pas trop tout ce qui est gras, Mhm. voilà, les patients qui, quand on regarde un journal alimentaire, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'aliments riches en vitamine E. Bon, on sait que d'où est-ce qu'il va ramener cette vitamine E, si ce n'est de l'alimentation. Et comme il mange pas suffisamment d'aliments riches en vitamine E, bon, ça pourrait constituer aussi un facteur de plus de carence en vitamine E. Sinon, on peut aussi avoir ou supposer des déficits en vitamine E en fonction des problématiques qui se présentent. Quelqu'un qui a un risque cardiovasculaire plus élevé, d'inflammation de bas grade, une stéatose hépatique, une femme qui a par exemple des problématiques de peau, des problèmes de Mhm. cycle menstruel, euh, etc., des maladies neurodégénératives, des problèmes avec les neurotransmetteurs, etc. Donc là, toutes ces choses-là devraient faire penser à l'apport en vitamine E. Ça ne veut pas dire que dans toutes ces situations, on va avoir forcément une carence en vitamine E, mais Mhm. c'est quand même plus probable. Et dans le cas de la fertilité aussi, puisque j'en parlais en Exactement, préambule, tout à donc fait. un Ça, manque de c'est une fertilité, on chose que peut... j'ai pas noté, enfin, que j'ai pas expliqué parce que tu en avais déjà parlé auparavant, mais oui, dans les synergies qu'on avait citées avant, donc enzyme Q10, vitamine A, vitamine E, zinc, sélénium, tout ça, c'est une synergie qui permet d'améliorer la fertilité, bien sûr. Oui. Ok, merci. Je jette un œil sur les différentes questions que nous avons. Effectivement, Loredana nous dit qu'on en trouve beaucoup dans l'industrie cosmétique, qu'elle est souvent utilisée dans l'industrie cosmétique. Sous forme Euh, synthétique en général. oui, Pas j'imagine, toujours, mais je le plus suppose. souvent. C'est des Alors, DL en général. DL alpha. on a Rafika qui nous dit que la vitamine E à 100 et à 200, comment faire la différence? Je suppose que c'est qui veut nous parler du nombre de milligrammes, Oui, ou d'unité, peu j'imagine, ou importe. d'unités. Ouais, ouais. J'ai pas de réponse à cette question parce que ça dépend de la personne en face, de l'indication, de l'état du patient, etc. Donc, on peut pas. Alors quand même, pour information, puisqu'on me donne l'opportunité de le faire, j'avais pas prévu de le faire, mais chez Nutrilogix et son laboratoire NRD, on a sorti le tocotriénol il y a maintenant quelques semaines, qui là est en tocopherol qui est à 24 grammes et demi et en vitamine E à 50 milligrammes par gélule. La parenthèse est faite, je passe à la question suivante. Neira qui nous demande donc les propriétés anticoagulantes sont discutables. Point d'interrogation. Euh, Anticoagulante précisément, hein. Oui, Parce que anticoagulante, oui, tout à fait. oui, non, mais j'insiste dessus parce Ah que oui. souvent on fait des confusions avec l'effet antiagrégant, l'effet Mhm. anticoagulant, alors que ce sont deux étapes différentes de l'hémostase. Ça change rien au fait que il faut faire attention quand on donne à un patient des anticoagulants ou des antivitamines K. Où là, Oui. ça en agit plus sur la coagulation. Mais en tout cas, il faut faire attention par rapport à ça. Ne vous dites pas, tiens, ça n'a pas d'effet anticoagulant, donc on va donner avec les anticoagulants de la Mhm. vitamine E. Dans tous les cas, ça va améliorer la fluidité du sang et ça va diminuer la grégabilité du sang, ce Ouais. qui peut influencer non pas la coagulation, mais l'hémostase, le processus d'hémostase. Mhm. Ok, parfait. Eh bien, merci pour toutes ces explications, ces belles explications. Moi, enfin, nous, on vous donne rendez-vous lundi prochain, comme d'habitude, à 18 heures. Amine, je te souhaite une belle soirée. Mesdames, messieurs, au revoir à tous, à toutes. Passez une belle soirée et prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Salut, Amine. Merci, très belle soirée, au revoir.